Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. On a tellement parlé de la crise du logement tout l'automne. Et il y a belle lurette qu'on discutait aussi de se faire un registre des loyers. On se rappellera tous que lorsqu'on signe un bail, on sait pas nécessairement qu'est-ce qu'était le logement avant qu'on arrive? Était-il en bon état ou c'était un taudis qui a été rénové rapidement? Est-ce qu'il était occupé par une vieille grand-maman qui était là depuis 30 ans? Ou si c'est un locataire qui était de passage, un ancien Airbnb? On ne sait pas ça, à moins que le propriétaire remplisse la fameuse clause G, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup d'enjeux liés donc au logement, au droit au logement, parce que c'est pas juste une question de revenu locatif pour des gens qui ont des propriétés à revenus, c'est aussi un droit de se loger, malheureusement pas toujours reconnu. Et il y a des gens qui veillent là-dessus. L'organisme Vivre en Ville, qui est un peu comme un think tank, qui arrive avec des solutions, des propositions, qui examinent les grands enjeux municipaux. D'où le nom Vivre en Ville. Ils sont installés à Québec, à Gatineau et à Montréal. On va discuter avec Adam Mongrain, qui est directeur du volet Habitation. Bonjour, M. Mongrain. Bonjour. Alors, vous êtes le papa, avec quelques-uns de vos collègues, j'imagine, de ce registre des loyers qui a été proposé, mais qui ne semble pas avoir enthousiasmé le gouvernement. En effet, premièrement, on est très fiers de nos enfants à Vivre en Ville. Donc, comme on aime le rappeler, en effet, c'est une vieille idée. Ce qui permet au registre de fonctionner, c'est des lois qui ont été d'abord adoptées au Québec dans les années 70, puis ensuite mises à jour dans les années 90. Puis depuis le début, les gens qui observaient ça à l'extérieur disent « Ah, mais c'est une bonne idée. » C'est une bonne idée, dans le fond, qu'au changement de locataire, le locataire qui prend possession d'un appartement est à peu près droit aux mêmes conditions. Puis c'est, dans les autres places de marché, c'est une logique qui tient la route. Comme on peut pas vendre des souliers plus chers à quelqu'un parce qu'on l'aime pas ou parce qu'on voudrait pas que c'est celui qui achète les souliers. Donc, la personne qui consomme un bien, en général, a toujours droit au même prix. Puis c'est un peu la logique qu'il y a dans la loi québécoise. Sauf que le mécanisme qu'on a pour faire fonctionner ça, c'est que à la signature du bail, le propriétaire doit divulguer le plus bas prix qui a été payé. Est-ce que c'est bien la clause G? Non. C'est la clause G. C'est la clause G. Bon. Clause G, 10 Alors, sur 10. Oui, merci. Et ça, c'est à la 4e page du bail, où est-ce qu'il doit y avoir une signature du propriétaire et le loyer le plus élevé ou le moins élevé payé dans les 12 derniers mois était de... Exact. Voilà. Puis c'est à partir de ce montant-là que le tribunal administratif du logement, s'il est appelé à faire une fixation de loyer, va faire son calcul. Pas le montant qui aimerait être facturé, mais vraiment, c'était quoi le plus bas montant qui a été facturé au cours des 12 derniers mois. Comme je disais, depuis le début, les gens regardent ça de l'extérieur et disent « C'est une bonne idée, en principe, de faire fonctionner le marché comme ça, mais si on n'a pas de surveillance active de cette clause G-là, comment est-ce qu'on va savoir que c'est rempli, premièrement, et deuxièmement, que c'est les bonnes informations. Puis, c'est pas ce qu'on voit en ce moment. On sort aujourd'hui avec une étude qui a été réalisée en 2024 où on a eu 5 551 répondants locataires, la plus grande jamais réalisée au Québec. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 81% des locataires au Québec qui ne savent pas c'était quoi. Incroyable. Donc, 80%. Moi, ça me vraiment, parce que j'ai quand même eu la chance de signer quelques baux dans ma vie. Et cette clause-là, si elle n'est pas remplie, c'est vrai qu'elle peut être un peu gênant. On imagine dans le marché actuellement, tout le monde veut un logement. Il y a un logement qui est disponible. On signe le bail, tout va bien. On arrive à ça, le montant le plus bas payé de 12 derniers mois n'est pas inscrit. Monsieur ou madame le propriétaire, c'est pas là. On veut pas aborder la question parce qu'on a peur qu'ils nous disent sais-tu, je pense que je te prendrai pas. Bye, prochain. Alors, on a peur que ça arrive. Mais on a 12 jours, si je ne me trompe pas. Il y a un délai prescrit pour demander cette information. 10 jours. Puis c'est l'histoire qui fait les manchettes ce matin. Un locataire, dans la dernière année, a accepté un montant très élevé pour qu'est-ce que c'était. Mais il y avait eu la chance d'avoir un locataire à cette même adresse-là qui avait partagé les informations sur le registre des loyers. Donc, comme vous le dites, en ce moment, c'est pas un outil officiel encore. On l'a construit pour que ça le devienne. Il est prêt pour le gouvernement, le registre qu'on a construit. En ce moment, les gens peuvent s'en servir déjà pour partager ce genre d'informations-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Wow. Donc, on arrivait avec la théorie. On disait, en théorie, si on partage ces informations-là, ça va aider le marché à fonctionner tel qu'il devrait marcher pour les bénéfices de la population au Québec. Maintenant, on a la démonstration pratique. Grâce à une information qui a été partagée sur le registre, il y a quelqu'un qui a eu une réduction de loyer de 600 $ environ. 600 $ de réduction de loyer, on voit jamais ça. Ben non. C'est sans précédent, c'est exceptionnel. Puis, ce
qui me mobilise beaucoup, c'est que ça devrait pas être exceptionnel. Ça devrait pas être un coup de dé d'avoir un alignement parfait des astres pour qu'on soit en mesure de faire respecter nos droits en tant que consommateurs. D'autant plus, si je ne me trompe pas, M. Mongrain, que vous avez peut-être vu des cas comme ça à Vivre en ville. La personne peut inscrire aussi n'importe quoi à la clause G et dire que, par exemple, si le logement a été loué 1 000 $ par mois depuis plusieurs mois ou années et que là, la personne signe à 1 200, il y a une belle augmentation de 20 %, le propriétaire peut inscrire que le dernier montant payé était de 1 100. Et là, il faut être zélé, il faut avoir des ressources pour aller vérifier si le propriétaire dit la vérité. Il faut appeler à la régie. C'est facile s'il n'y a pas de montant décrit. Oui. Mais s'il y a un montant décrit puis qui est faux, c'est complexe. C'est très difficile. Heureusement, la période pour demander une fixation de loyer est renouvelée si on a la preuve que l'information qui est écrite dans le bail est fausse. Donc, le 10 jours devient peut-être 1 an si on peut démontrer que c'était faux. Ça devient quelques mois à partir du moment où on a la preuve, où on en est mis au courant. Ceci dit, c'est à peu près impossible. Dans les années 80, les locataires, quand ils quittaient des appartements, ils cachaient leur bail quelque part dans les appartements. Quelle bonne idée. C'est une bonne idée, un registre un peu de mise à jour de cette pratique-là, sauf qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce qu'ils font le ménage. On va se le dire. Puis là-dessus, je veux insister sur un petit détail. Je pense pas que les propriétaires, dans l'ensemble, même en majorité, c'est des mauvaises personnes. Ils sont dans un conflit d'intérêts. Ben oui. Puis vous, moi, du monde qui nous écoute, on va tous se retrouver un moment ou un autre dans un conflit d'intérêts. Ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Ça nous met dans une situation où on est divisé. Est-ce que je fais quelque chose parce que, en théorie, je sais que c'est ça que je posais faire, ou je fais quelque chose qui m'avantage personnellement? Oui. Puis je suis pas propriétaire, mais j'aime l'argent. Puis si j'étais dans cette situation-là, où moi, j'avais la chance d'écrire un faux montant dans un clause G, je ressentirais la tentation. C'est un faux montant, c'est une fausse déclaration. Mais je pense que Sybelle, tu voulais poser une question relativement à tout ça. Oui, M. Mongrain, je me demandais, quand vous parlez de réduction de 600 $, est-ce que c'est parce que au départ, il y avait un prix affiché et donc là, la personne a réussi à voir quel était le montant que l'autre locataire payait et donc... C'est quoi, il s'est ostiné avec le propriétaire? Ça a été quoi l'échange? Tout à fait. En fait, la personne a signé au montant affiché, donc un montant qui était élevé. Après avoir signé, il a entrepris les démarches pour ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement, anciennement la régie. Puis, il a fait ça à cause de l'information qu'il avait disponible sur le registre des loyers. Puis, pendant le temps entre sa demande de fixation de loyer et l'audience, il a été en mesure de contacter les anciens locataires pour avoir des preuves à déposer pendant l'audience. Il s'est passé plein de choses, puis le locataire dont je parle en ce moment, il a demandé à ce qu'on ne dévoile pas, par exemple, son identité ou l'identité de son propriétaire, ni même les termes exacts de l'entente, sauf qu'on a montré les documents aux journalistes, on les a vus nous-mêmes. C'est vraiment une réduction de 600 $. Ce qui est vraiment une démonstration de l'importance de donner ces mêmes droits et ces mêmes opportunités à l'ensemble de la population. Je pourrais-tu juste renchérir? Vas-y, c'est parce qu'honnêtement, tu es la clientèle cible en plus. Tu cherches un logement à tout bout de champ, j'imagine. C'est ça. J'ai été chanceuse précédemment, mais tu sais, je me demande, là, on voit ça, mais on a entendu des cas de propriétaires ont déjà dit à des locataires, je vais te donner de l'argent quitte ou des compensations. Est-ce que vous avez peur qu'à un moment donné, les propriétaires ils disent aux locataires, là, un peu, tu fermes ta gueule, puis je te donne tant, puis tu parles pas du loyer. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? C'est déjà en cours. Il y a des propriétaires en ce moment qui demandent à des locataires de signer des faux baux, carrément, avec une information qui est fausse pour avoir ça comme référence pour défendre un cas. Vous savez, des cash for keys, c'est le terme du secteur pour parler d'une transaction où est-ce qu'un propriétaire veut reprendre une unité sans passer par le tribunal administratif du logement, donc ils font une entente à l'amiable. C'est un peu odieux en ce moment, certaines des pratiques qu'il y a au Québec. Aujourd'hui, là, c'est pas de la science-fiction. Il y a quelque chose qui avait été rapporté dans Hochelaga pour un triplex où il y avait 3 unités de louées. Le propriétaire a fait un espèce de Hunger Games. Il a dit, le premier qui résilie son bail, je donne 15 000 $. Le deuxième qui résilie son bail, je donne 10 000 $. Puis le troisième, 5 000 $. Est-ce qu'il voulait vendre son immeuble vide de locataire, lui?
C'est probablement ça qui se passe parce qu'évidemment, les immeubles, quand ils sont vides, la valeur marchande. Mais comme augmente. locataire, tu as le goût de dire oui, c'est sûr. Tu sais, quand Oui, c'est tellement difficile, c'est une année de loyer pour bien des gens, ce montant-là aussi. Mais c'est là tout le problème. C'est juste une année de loyer. Puis c'est un peu la pomme empoisonnée qui est présentée aux locataires dans des cas comme ça. Ça ne relogera pas à si bon prix. Exact. Si on quitte quelque chose qui est dans nos moyens, même si on accepte une bonne somme, si on re-rentre dans le marché, l'appartement à côté, le loyer est le double et le triple, ça nous achète même pas un an de loyer. Puis après ça, nos options sont de pire en pire. Et les argumentaires, que ce soit pour celui qui accepterait la somme forfaitaire pour libérer son logement ou pour, en général, un propriétaire qui cherche à aller chercher le meilleur loyer pour son logement, le droit individuel est mis de l'avant, est réclamé, puis on a tous une motivation personnelle qui peut paraître fondée. Le problème, c'est que le phénomène se multiplie en milliers ou en millions quand on parle d'un parc locatif comme celui de Montréal. D'autant plus que on a fait un choix, puis moi je pense que c'est une question immense, mais le droit à la propriété, la spéculation, vraiment la spéculation, le gain en capital sur une propriété, c'est quelque chose que notre société a choisi de laisser libre d'impôt quand c'est l'habitation principale. Et je ne savais pas ça, j'ai appris ça, c'est une particularité au Canada d'avoir ça. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Puis dans la plupart, il y a plein d'autres pays. On est vraiment une exception mondiale d'avoir permis le gain en capital, le non-imposition du gain en capital d'une résidence principale, ce qui donne une valeur de placement au droit à l'habitation. C'est ça qui s'oppose dans des situations. Tout à fait. C'est vraiment un détail intéressant. Puis tout ça est très compliqué, complexe. Des fois, c'est dur de dissocier qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est l'effet. Mais une des choses qui se passe à cause de ça, c'est que dans le marché locatif en ce moment, il n'y a pas juste des jeunes adultes, il n'y a pas juste des étudiants, il n'y a pas juste des travailleurs à faible revenu. Il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent vendre leur maison pour aller vers plus petit. Mais la nouvelle offre dans le plus petit, les affaires qui ont été construites dans les dernières années, c'est beaucoup du locatif. Donc, il y a des gens qui peuvent vendre des maisons qui ont acheté 52 000 en première couronne de Montréal dans les années 80. Ils la vendent en 2025. Ils partent avec 800 000. Ils partent avec peut-être 1,1 million. On sait qu'il y a des maisons tout à fait anodines qui coûtent ça en ce moment. Puis, ce montant-là n'est pas imposé. Aucun impôt là-dessus. Félicitations. On est content pour les gens qui font ça. On est content pour les individus, bien sûr. Sauf qu'ils se présentent en ligne. On parlait tantôt de pas trop faire de chichi au moment de la signature du bail. Ces gens-là rentrent dans le marché locatif avec 1,1 million de dollars non imposés pour faire de la compétition aux locataires qui, eux, sont des jeunes adultes qui n'ont pas encore accédé à la propriété, peut-être des ménages étudiants, peut-être des gens qui se divorcent. On en parle trop peu, à mon sens, mais d'autres personnes qui rentrent fréquemment dans le marché locatif, c'est des personnes qui se divorcent, particulièrement des personnes qui se divorcent avec enfants. Là, on prend un ménage de 4 personnes, ça fait 2 ménages de 3 personnes. Tout le monde veut rester proche de l'école. 2, 5 ou 6,5. C'est l'enfer. Je veux dire, on est vraiment à un moment où est-ce qu'on voit les brèches dans notre système échapper de plus en plus de monde. Et j'ai un bon ami à moi, Philippe O'Brien, qui a travaillé sur le registre en question, qui me racontait à quel point vous espériez que le gouvernement accueille la ministre Duranceau, accueille l'arrivée du registre des loyers comme une bonne nouvelle. Et pour le moment, c'est vraiment la bouche serrée là, qu'on fait comme c'est intéressant. On perd pas espoir parce que l'appui qu'on a dans la société québécoise en ce moment est pas mal unanime. Il y a quelques voix un peu dissidentes qui ont des appréhensions par rapport à ça, mais ça, c'est vrai de tous les sujets. Toujours des gens qui sont contre tout. Fait que c'est pas une surprise. Ceci dit, plus de la moitié de la population du Québec habite dans une ville où le conseil municipal a adopté une motion en faveur d'un registre obligatoire. C'est vrai, ça. Vous avez donc eu un succès après tous les conseils de ville où on vous a accueilli avec enthousiasme. Plus de la moitié de la population du Québec habite dans une ville qui est en faveur du registre des loyers. On a des propriétaires privés qui sont en faveur. Évidemment, 84% des locataires, quand ils répondent à notre étude, disent oui, mettez ça en ligne le plus rapidement possible. Des propriétaires à but non lucratif, ça va de soi, mais aussi des économistes, des experts légaux. Il n'y a plus vraiment de débat. La seule chose qui reste à faire, c'est de dire oui. Pour être généreux, les calculs qui ont été faits par le gouvernement du Québec sur cette question-là ont produit un très gros montant, une très grosse facture. C'est vrai que si on faisait un registre des loyers avec les outils que le gouvernement du Québec se donne d'habitude pour faire des sites web, ça coûterait cher, puis peut-être que ça ne marcherait pas. Mais c'est là notre proposition. On n'a pas besoin de faire ça parce que le registre qu'on a fait, on l'a fait
avec une subvention qui venait du fédéral. Ça a coûté 2,5 millions de dollars. Ce n'est pas une patente. Ce qu'on veut faire, nous, c'est vraiment le donner au gouvernement pour qu'il commence à l'alimenter avec des données administratives. Donc, ils ont, dans le fond, si je comprends bien, ils ont juste à prendre ce que vous avez fait, le mettre en ligne. Exact. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous dit au gouvernement? Qu'est-ce que France-Hélène Duranceau vous dit quand vous lui dites voici un site web qui fonctionne? La réponse qu'on a en ce moment, c'est que selon leurs calculs, mais ça coûterait trop cher à faire et d'entretien. Puis, écoutez, peut-être ils se sont repenchés sur la question, peut-être qu'ils ont des calculs qu'ils nous ont pas partagés. Pour nous, c'est un peu embêtant parce que, en fait, un registre, c'est un outil assez simple. Oui, ça a coûté 2,5 millions de dollars à faire parce qu'on voulait protéger la vie privée des gens puis on voulait que ça dure dans le temps. Mais à opérer, ça peut pas être très coûteux. À opérer, c'est un fichier Excel. Un registre, c'est un fichier Excel. C'est fou, hein? J'adore voir le visage de Cybèle qui fait comme, mais voyons, pourquoi? C'est comme, contre toute logique, notre gouvernement prend pas ça. Alors qu'on est en crise du logement, il faut le rappeler. C'est toujours compliqué, les affaires de site web au gouvernement, alors que ça semble tellement clé en main. Évidemment que j'ai pas conscience de tout ce que ça demande, mais je veux dire, ça semble si simple. Là, des fois, on va se dire, est-ce que c'est parce qu'il y a des... C'est qui bloque? C'est où que ça bloque? Je veux dire, il y a des vraies raisons pour lesquelles le gouvernement paye très cher ces sites web. Il y a beaucoup de règles en place pour s'assurer que, dans le fond, on donne pas de l'argent à des gens qui sont corrompus, des personnes qui sont en mesure d'assurer des services pour les 100 prochaines années. Mais toutes ces règles-là, dans le fond, on les a respectées quand nous, on a fait notre produit. Fait qu'on peut ensuite le passer. La dernière chose qui me chicote un peu à propos du fait que ça coûterait trop cher à mettre en place, c'est quoi l'alternative? Là, en ce moment, il y a des gens qui payent des unités qui sont 600, 800, 900 Vous avez un cas qui vient de le prouver, là. Plus cher que le prix qui était il y a juste 12 mois. Puis on sait que ces gens-là, le plan, c'est pas de les laisser mourir dans la rue. Fait qu'on va faire des aides de paiement au loyer à l'entièreté de la population des locataires. Ça va coûter nécessairement beaucoup plus cher. Ça va être beaucoup plus dur à organiser que d'entretenir un site. Que de mettre un fichier Excel en ligne. D'un organisme comme Vivre en Ville, qui a quand même une très bonne crédibilité auprès des différentes instances gouvernementales. C'est quand même pas pour rien que la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, s'est dit, c'est une bonne idée, un registre des loyers, puis qu'ils ont filé 2 millions de dollars pour arriver et accoucher du projet qui est prêt à consommer. Est-ce que la SCHL vous a demandé potentiellement d'offrir là-bas le registre de loyer, pas monter, mais le concept, les cases à remplir pour d'autres provinces? Non, absolument. On est actif en Ontario déjà. On a lancé l'année passée. Ils l'ont pris? En fait, non, on n'a pas un registre officiel en Ontario, mais on a une version ça aurait été dur à mise à jour. Ouais, on est en conversation avec la Colombie-Britannique, avec la Nouvelle-Écosse, avec l'île du Prince-Édouard, avec le Yukon, où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt. Ces choses-là prennent du temps. Puis, quelque chose qui est intéressant, c'est que le Québec est exceptionnellement chanceux parce que les lois qui donnent tout son sens à un outil comme le registre des loyers sont déjà là. Au Québec. Monsieur Mongrain, je vous remercie de nous avoir expliqué ça, vulgariser tout ça. Il y a des tas de gens qui nous écoutent qui font comme, ils se grattent la tête et disent, est-ce que j'aurais pu sauver des centaines de dollars par mois? Alors, c'est un outil très utile, Adam Mongrain, de chez Vivre en Ville. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.